Il est jeune, certes, mais un jeune modèle qui inspire plus d'un de par son dynamisme et son leadership, des qualités qu'il ne cesse de mettre au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. Administrateur, directeur général du groupe Université Nord-Sud Institut Fama, créé en 2006, le fils de Diabaté Mori, président fondateur du dit groupe, n'est pas seulement un éducateur, il est aussi un auditeur et un acteur culturel. Nous sommes venus à la rencontre de Ibrahim Fama Diabaté, ici à l'Université Nord-Sud d'Abidjan, dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Bonoumé. Son parcours professionnel, ses échecs, ses victoires, sa résilience, comment tout ceci se présente, comment arrive-t-il justement à positionner cette université dont il assure la direction. Voilà autant d'axes autour desquels va s'articuler ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Diabaté, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux pour cet entretien. Alors, monsieur Diabaté, en quelques mots, présentez-vous. Je suis monsieur Ibrahim Fama Diabaté, administrateur, directeur général du groupe Université Nord-Sud, Institut Fama. D'accord. Voilà. Après votre présentation, vous êtes le directeur général de cette école. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette école pour qu'on puisse mieux la connaître? Le groupe Université Nord-Sud, Institut Fama, a été créé en 2006 par une démarche du président fondateur, M. Mori Diabaté, qui a cru en ses rêves et qui s'est dit comme ça, étant déjà lui-même dans le domaine éducatif et professeur d'université, en comptabilité qui plus est, s'est dit comme ça qu'il fallait qu'il crée lui-même son université. Et voilà, il a commencé tout doucement, d'abord en 2006, comme je disais, à Vridi. Et progressivement, voilà, il a créé d'autres campus. Et aujourd'hui, voilà, grâce à Dieu, nous sommes à 9 campus. D'accord. Voilà, et nous avons plusieurs campus dans presque toutes les communes d'Abidjan. En gros, nous avons 9000 étudiants et plusieurs filières. Nous essayons d'être dans ces filières, notamment le système universitaire que nous gérons et le système grande école qui passe par le BTS bien évidemment et le système universitaire par le système LMD comme on le connaît. Donc c'est un peu ça. Ce sont les diplômes qui sont décernés par l'école. Par l'école en fait. Voilà, d'accord, c'est bien compris. Alors vous l'avez dit depuis 2006, cette école a été créée. Est-ce qu'on peut savoir à ce jour, il y a combien de diplômés qui ont été insérés dans la vie active? Bien évidemment, avec plusieurs promotions, parce qu'on dit c'est depuis 2006, avec plusieurs promotions, près de 2000 personnes ont été même insérées. Parce qu'il faut dire aussi qu'on travaille beaucoup avec l'agence Emploi Jeune, qui est un partenaire fiable à l'éducation, et ça va de soi. Donc les choses se sont faites, et vraiment nos étudiants, avec plusieurs promotions, ça fait plaisir de voir des étudiants à nous qui se retrouvent responsables dans des structures. Voilà, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on peut voir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, le fait de voir vos étudiants dans ces différentes entreprises et même parfois qui deviennent des responsables? Un véritable sentiment de fierté. Parce que quand tu vois un étudiant, un ancien étudiant, qui est aujourd'hui voilà, la tête des différentes structures, notamment en banque, parce qu'il y a plusieurs banques, on va taire les noms pour ne pas faire de publicité, mais ça fait plaisir de voir ces étudiants. Ah, j'étais de telle promotion, de telle promotion. Et nous, on se dit qu'il y a un travail abattu, mais toujours selon la vision du président fondateur, M. Mori Diabaté, qui a cru en ses rêves, et d'où le slogan « Rêvons grand » qui est notre slogan à nous. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des responsables de ces structures qui embauchent vos étudiants, qui vous font des retours, qui vous appellent de temps en temps pour vous dire « Ah, tel étudiant était chez vous ici, vraiment c'est un grand bosseur, son rendement est beaucoup positif ». Est-ce que ça vous arrive de recevoir des appels comme ça? Oui, bien évidemment, parce que comme on le dit, pour évoquer mon cas, je bouge beaucoup. Voilà, donc il y a des retours. Ah oui, mais c'est l'Université Nord-Sud, il y a un de nos stagiaires ici qui est vraiment efficace. On veut même le garder. Pour la petite anecdote, j'étais au ministère des Mines, Géologie et Pétrole, je crois. Et l'année dernière, j'ai vu un de mes étudiants, comme ça, qui était là, que moi je ne l'avais pas reconnu. En fait, le visage me disait quelque chose et puis il m'a dit « Ah, mais lui, il est ici ». Et l'un des patrons
du ministère. Il me dit non, mais votre étudiant, il est vraiment efficace. Ce n'est pas parce que vous êtes là, mais vous avez vraiment formé vos étudiants et ça m'a rendu fier. Et ce jour-là, on a fait des photos et c'est quelque chose quand même, c'est un témoignage et pour dire qu'il y a un boulot qui a été fait en amont et on va continuer à faire ce boulot-là pour donner la chance à nos impétrants de se donner à fond parce que tout ça, toute cette formation, c'est dans l'optique d'avoir un boulot et de vendre encore plus la Côte d'Ivoire demain. Voilà. Justement, en parlant de boulot, les débouchés ici, quand on rentre ici, on est assuré d'exercer quoi comme activité? Ça dépend en fonction des filières. C'est pour ça, justement, peut-être on va en venir. Nous, on fait beaucoup de rencontres avec les sommités. L'objectif ici, c'est de rencontrer ces sommités pour que ces sommités puissent aider nos impétrants à avoir des stages, des débouchés dans leurs filières respectives. Ça va de soi. Et donc, on se bouge pour ça, on se donne les moyens, on se donne corps et âme pour que nos enfants aient quelque chose demain. Parce que tu finis pas, tu ne travailles pas, tu te donnes pas, tu ne viens pas sous le chaud soleil. Là, on est passé par là. Hein. Et puis derrière, après, il n'y a rien. Donc, nous, on crée le lien et on se donne les moyens de faire de telle sorte que ces enfants-là soient vraiment insérés. Voilà. D'accord, on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin dans cet entretien. Comment on rentre ici à l'université Nord-Sud, Institut Fama? Bon, avec le bac, bien évidemment. Tu as le bac. Et en fonction de ça, les différents, comme je disais, les deux différentes filières, deux différentes entités. En fonction de ces entités-là, les choses peuvent se faire. Il faut avoir minimum le bac. Il n'y a pas de concours prérequis, mais le bac, c'est la base. Voilà. D'accord. Alors, M. Ibrahim Diabaté Fama est auditeur de formation. Bien sûr. Vous êtes aussi acteur culturel. Bien sûr. Vous êtes actuellement l'administrateur, le directeur général du groupe Université Nord-Sud, Institut Fama. On voudrait savoir un peu quel a été votre parcours. Le parcours, il était normal. Voilà, on a commencé comme ça, tout doucement, au collège Notre-Dame d'Afrique. Voilà, j'ai fait mon collège, pratiquement au collège Notre-Dame d'Afrique. J'ai eu mon bac, normalement, mais pas à Notre-Dame d'Afrique, au collège Voltaire, parce qu'il y a une année où il y a eu un peu de difficultés, mais j'ai eu un cursus normal. Après ça, j'ai eu la maîtrise, je vais sauter un peu les étapes, j'ai eu la maîtrise dans une université de la place, mais tout s'est passé ici, à Abidjan. Moi, c'est l'école ivoirienne, je n'ai pas eu à voyager. Produit de l'école ivoirienne. Produit de l'école ivoirienne. Et voilà, et quand j'ai eu ma maîtrise, et après, je me suis dit comme ça qu'il fallait s'orienter. Moi, je voulais à tout prix travailler. Voilà, je voulais à tout prix travailler. J'ai dit à mon père que je voulais avoir du boulot. Il me disait non, il faut attendre et tout, j'ai des choses, il faut que tu viennes pour me soutenir. Moi, j'ai dit, moi, je veux travailler, je veux voler de mes propres ailes. C'est dans ce sens que j'étais à, je vais dire le nom, j'ai commencé à la BIAO, à la NCAM de maintenant. J'ai commencé à la BIAO en tant qu'auditeur, parce que c'est ma formation de prédilection. Et j'ai commencé en tant qu'auditeur, ça s'est bien passé là-bas. Après, je suis allé dans une société qui s'appelle la SNDI, Société Nationale de Développement Informatique. Là-bas, en tant qu'auditeur aussi, j'ai fait mes classes là-bas. C'était pas évident, mais bon, on n'a pas pu me retenir. Je n'ai pas baissé les bras. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un autre stage au FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle, où ça s'est bien passé. J'aurais voulu rester là-bas, mais un problème de budget et tout. Donc, ils m'ont dit de revenir. Donc, j'ai cravaché pendant 1 an. Voilà, je n'ai pas eu de boulot, mais je persévérais. J'ai demandé, je déposais mon CV ci et là, je demandais à des oncles et tout. Et puis c'était pendant la crise post-électorale, mais moi je voulais bosser, moi je voulais travailler. Et j'ai eu la chance d'être appelé à la SNDI à nouveau. Et là, j'ai fait mes classes là-bas en tant qu'auditeur progressivement jusqu'en 2012 où j'ai eu la possibilité d'être auditeur confirmé. Voilà, et j'ai fait pratiquement toutes mes classes là-bas. Et c'est dans ce sens-là que le président fondateur m'a dit il faut que tu viennes à l'école pour essayer d'aider un peu plus ou moins, tant soit peu, dans le domaine éducatif. Mais tu viens, mais tu es auditeur, tu viens contrôler. Moi, j'ai dit, moi, j'aime ça, donc je vais venir. Et ça s'est passé. Voilà, et donc ça fait depuis 2017-2018 que je suis là. Est-ce que être auditeur dans une structure bancaire et auditeur dans une école, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. En fait, il y a des règles. En fait. Là, ici, on est un peu plus libre.
de voir. Et la banque, ça n'a rien à voir avec le système éducatif, bien évidemment. C'est vrai que ça part de finances et tout ça. Ça part de comptabilité, ça part de plusieurs caisses. Mais la banque, elle est plus large et puis c'est méticuleux. Méticuleux. Avec beaucoup de choses et des process qu'il faut suivre. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est pas le jour et la nuit, mais bon, il faut dire que c'est différent quand même. Alors, lorsque papa vous a appelé, papa, c'est Diabaté Mori, c'est cela. Alors, président fondateur. Président fondateur, Diabaté Mori. Oui. Voilà, lorsqu'il vous a appelé pour venir à la tête de cette école, vous en tant qu'auditeur, est-ce que vous avez senti le besoin de dire non par moment? D'accord. Pour tout vous dire, déjà, il ne m'a pas appelé pour diriger. Ça, il faut que je précise ça. Il m'a appelé pour être juste là en tant qu'administrateur. C'est-à-dire que tu es administrateur, étant donné que, bon, voilà, c'est pour, on peut dire, c'est un truc, on ne va pas dire un business familial, j'aime pas ce mot business familial, mais c'est son vous entreprise. Cela par moment? Oui, je vais en venir. C'est son entreprise à lui. Donc, moi, je me dis, je viens pour aider de base, mais pas, voilà, en tant que dirigeant. En tant qu'auditeur. Auditeur, ce n'est pas lui qui dirige. L'auditeur, c'est lui qui vient pour contrôler tout ce qu'il y a comme process et voir si les choses se font dans les règles. Et c'est dans ce sens que moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Et progressivement, j'ai gravi les échelons pour aujourd'hui me retrouver là. Et voilà, donc bon, après, ça va de soi. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Étant jeune, on se demande est-ce qu'il peut et tout et tout. Mais nous, avec le temps, les choses se sont faites. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous disiez à l'instant que parfois vous entendez dire que c'est un business familial. Quand vous entendez cela, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? Bon, c'est une réaction normale. Les gens ils se disent, bon, bien évidemment, c'est le père fondateur, c'est lui, c'est son business et son fils, il récupère le business. Mais ça me donne encore plus un sentiment de fierté de travailler dur pour le président fondateur, M. Mori Diabaté, parce que moi, je le considère plus comme mon patron. Je ne considère pas comme votre père, votre géniteur. Non, je le considère comme mon patron et jusqu'à présent, et depuis toujours, je l'appelle président. Voilà, ou bien patron, voilà. Parce qu'il faut scinder les choses. Il ne faut pas aller dans l'émotion et puis se retrouver là en train de ne rien faire et puis ils vont dire c'est parce que c'est le fils d'eux. Voilà. Justement, est-ce que cette filiation entre vous et le président fondateur amène souvent les gens à dire que vous êtes ici plus par parachutage? Bien évidemment, il y en a. Mais après, je ne veux pas faire le fanfaron, mais les preuves sont là, le travail abattu et tout. Et souvent, lui-même, il est étonné de voir des choses. C'est-à-dire de voir des gens que Nord-Sud reçoit ici. Et c'est un travail, on ne dort pas. On travaille d'arrache-pied. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, que le travail. Alors, parlant toujours de votre parcours, quels ont été vos échecs et vos victoires? D'accord. Les échecs, pardon, il y en a eu beaucoup. Mais on n'a pas lâché. Surtout au niveau du volet événementiel, en fait. D'accord. Parce que l'événementiel, c'était quelque chose que j'ai voulu faire comme ça. Parce que j'aime... le don de soi, c'est ma vie. Ça, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup partager, donner. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été comme ça. Moi, je veux toujours donner, faire plaisir aux gens. Et donc, moi, j'ai pensé comme ça à des événements que je pourrais faire pour rassembler la jeunesse. Et au début, ce n'était pas facile. C'était vraiment, vraiment compliqué. Que des croche-pieds, des gens qui ne croyaient pas en toi, qui te disaient, mais tu vas faire quoi avec ces genres de choses qui ne vont même pas t'apporter? Mieux vaut te focus sur ce que tu sais faire. Tu es auditeur. Mais j'ai tenu le coup. J'ai organisé un événement qui s'appelle le Bizigo. C'est un événement très important pour moi, qui était très important pour moi. Et quand on avait commencé, c'était vraiment difficile. Au départ, c'était vraiment difficile. Mais avec le temps, les choses se sont passées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on avait commencé avec 200 personnes. Et après, on s'est retrouvé avec 3000 personnes. Avec le temps, bien évidemment. Ce sont les échecs. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est assez connu. Mais comme je dis toujours, on ne va pas rester là à s'asseoir pour dire oui, tout est OK. Il faut se donner les moyens et puis il faut grandir encore et puis gravir les échelons parce qu'on ne dort pas. C'est ça. Alors, votre amour pour la culture vous amène à, je veux dire, instaurer une forme de management qui allie le showbiz à l'éducation. Oui. Ça répond à quoi?
Tout simplement parce qu'on sait que la jeunesse et les jeunes de maintenant, ils sont friands de ça. En fait, ils se disent que voilà, on ne va pas rester dans le livresque. C'est-à-dire, avant, ça c'est caduc, c'est passé. Voilà, il ne faut pas rester là dans le livresque. Parce que tu ne vas pas éduquer un enfant 7 jours sur 7, tout le temps, 30 jours sur 30 en train de bosser. Il faut se détendre. Est-ce que vous ne craignez pas d'être vu comme un ennemi de la lecture, Non. du livre? Pas du tout, au contraire. Moi, je préfère l'éducation américaine. Voilà. Aux États-Unis, ça se fait à l'aise et ça se passe bien. Les gens, ils ont tendance à croire que oui, les gens, les étudiants, ils vont s'amuser, ils vont se mettre à l'écart de tout, ils vont pas prendre leurs études au sérieux, mais tout ça fait partie de l'éducation. On peut s'amuser, allier le ludique à l'enseignement. Bien évidemment, ça passe bien. Et les résultats sont là. C'est par les résultats. Au début, c'était vraiment difficile parce que le président fondateur, il n'avait pas percuté un peu ma vision des choses. Il était vraiment... Il était réticent? Il était réfractaire même. Je ne vais pas dire réticent, réfractaire. C'est-à-dire que non, c'est pas possible, tu ne pourras pas le faire. Qu'est-ce qu'il reprochait à cette forme de management? Mais il se disait non, il ne faut pas que les étudiants et les parents se plaignent. Voilà. Et j'allais en venir à là, puisqu'on a fait un événement qui s'appelle le KITA. Et peut-être vous allez... Oui, on va en parler, mais c'était ça au début. Je vais vous expliquer un peu l'anecdote sur le KITA par rapport au président même qui a tapé dur au début, mais après, c'est lui qui porte le KITA. Donc, c'est un peu ça. Alors, en parlant vous avez parlé des résultats. Concrètement, l'impact, c'est quoi sur les étudiants? Bien évidemment, les étudiants, déjà, ils veulent venir à l'école, tout le temps. Parce qu'à chaque fois, ils se demandent qui ils vont voir ici. C'est une forme de marketing? Marketing, communication. Pour les attirer, pour venir vers vous? C'est la part. Ah, et quand ils viennent, ça se passe. Et nous-mêmes, on essaie aussi d'être proche de ces étudiants-là. C'est pour ça que moi, je dis toujours, les gens ont tendance à se dire, mais non, il faut avoir le management tout assis au bureau. Tu es là, tu es tranquille, tu es bien. Non, moi, je vais vers ces étudiants-là. Il arrive souvent, avec mes collaborateurs, d'aller voir ces étudiants. Il y a même des fois où je vais les voir, je dis, mais c'est comment? On discute. Ils me voient plus comme un mentor, en fait, comme celui qui pourra leur apporter quelque chose. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'était comme le bienvenu et tout. Et un temps soit peu, on travaille dans ce sens-là pour que les enfants se sentent à l'aise. Et voilà. C'est votre jeunesse qui vous pousse à cela, c'est ça? C'est l'inspiration divine, je dirais, pas la jeunesse. C'est Dieu qui me dit de faire ça. C'est lui qui guide. Je dirais pas, c'est ma jeunesse. Parce que si tu dis la jeunesse, tous les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire, ben écoute, allons, on va se mettre là à parler avec d'autres personnes, mais ça va, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a dit, va vers les gens. Je peux aller vers des vieux, des jeunes, mais actuellement, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord. Alors, à travers cette forme de management, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes plus pour cette école où on doit caresser les écoles, les élèves, ou plutôt il faut être dur avec eux? C'est le management, moi je préfère le management de juste milieu, pardon. Est-ce qu'on pourra voir le juste milieu entre l'ancienne éducation et la nouvelle éducation. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser l'enfant, c'est la carotte et la chicotte. Je l'ai dit une fois, c'est la carotte et la chicotte. Parce que les enfants, ils ont tendance aussi à en faire trop. Donc, je ne peux pas leur laisser toujours le libre service de faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut être dur. Et quand il faut laisser aussi, il faut laisser. Donc, c'est le juste milieu. Vous avez connu des débordements ici de la part de vos étudiants? Oui, des débordements. Mais on a su les canaliser parce que moi, je monte au créneau. Ça s'est manifesté comment? Par des écarts. Et moi, je monte au créneau moi-même en tant que responsable. Je vais plutôt laisser mes collaborateurs de côté. Je dis, laisse-moi même, je discute avec la personne pour qu'ils puissent comprendre. Je lui dis, ben, attends, on est tous passés par là. On a tous fait on ne va pas dire entre griffes le bandit, mais on a fait un peu. Donc, il faut que tu te calmes. Et puis, bon, après, ça rentre dans l'ordre parce que, bon, il m'apprécie bien. Du coup, on essaie de faciliter les choses et puis d'apporter un peu de réconfort à ces enfants-là qui sont souvent aussi, ils ont des difficultés. Donc, il faut savoir les prendre, c'est tout. À vous entendre parler, on se dit qu'il y a une bonne ambiance entre vous et puis vos étudiants. Oui, il y a une bonne ambiance, ça se dit en tout cas. Donc, il y a une bonne ambiance, on essaie d'être très proche et ça facilite les choses aussi. Et le respect toujours là. Le respect. Comment vous faites? Parce que généralement, dans ces situations, il arrive qu'il n'y ait plus de respect entre l'apprenant et le maître. C'est une question d'éducation. Il faut savoir parler. C'est-à-dire, bon, voilà,
faut être dur aussi, comme je dis. Il faut être dur. Il ne faut pas laisser le jeune prendre le dessus. Ce sont des enfants, au-delà de tout. Et au-delà de tout, ce sont mes neveux, mes fistons. Mais bon, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants à moi qu'on se connaît entre griffes. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, c'est vrai que vous dites que les résultats sont concluants, mais est-ce que vous avez l'impression que cette manière de diriger, de gérer votre école, c'est bien vu de l'extérieur? Au vu des retours, oui. Au vu des retours et au vu de tout ce qu'on fait aussi pour la visibilité et ce qu'on donne, le dynamisme qu'on essaie d'insuffler à cette école, le management, les gens, ils apprécient. Bon, moi, je me dis, c'est en fonction des retours. Et ce n'est pas pour autant que je dois baisser les bras ou me dire, faire la grosse tête surtout, parce que là, ce n'est pas moi ça. Voilà, l'humilité. J'ai grandi dans l'humilité, dans la modestie, et on doit continuer à se battre et puis se donner corps et âme pour aller jusqu'au bout. Et on va dire, on se donne rendez-vous au sommet, comme je dis à mes collaborateurs et mes étudiants. Voilà. À côté, il y a aussi, vous en avez parlé, là on va en parler profondément, le rendez-vous de l'université Nord-Sud, Institut Fama, qui est une rencontre de partage d'expérience entre vos étudiants et des personnes qui sont des modèles de réussite sociale et même professionnelle. Comment vous arrivez justement à convaincre ces sommités, ces célébrités, ces personnalités à venir participer à cet événement? Tout simplement par un discours. Quand je viens, il faut déjà dire à ces sommités-là qu'elles sont importantes. Et c'est vrai qu'elles sont importantes. Parce que la Côte d'Ivoire dépend, certes, c'est l'avenir, mais ces personnes-là sont là pour le moment. C'est ça. Et ces personnes-là ont besoin de parler, de donner un peu des conseils à des personnes, même à moi. Et donc pour moi, il est très important de leur dire qu'il faut qu'ils viennent partager leur savoir. Et c'est tout simple, je viens. Je me propose déjà d'être le garant déjà pour que ces enfants-là puissent apprendre d'eux. Ils ont un parcours, ils ont eu des difficultés, un peu comme ce qu'on fait là. Et voilà, donc ils ont beaucoup à dire. Et donc c'est tout simple. J'ai commencé tout simplement avec M. Fabrice Aounion, qui est mon mentor à moi. Et depuis lors, on est monté en puissance. Il y a eu aussi Stanislas Zizé. Récemment, c'était Jean-Louis Billon. Oui, Jean-Louis Billon. Est-ce qu'à la clé, il y a une possibilité d'embauche de vos étudiants, justement, de la part de ces personnalités? C'est très stratégique, au fait. Tout est fait à dessein pour que derrière, ces personnes-là qui ont des entreprises puissent embaucher les étudiants ou bien les prendre en stage. Parce que tout est fait vraiment de façon... c'est fait pas à pas, mais vraiment bien structuré. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan à ce niveau-là? Au niveau déjà de M. Fabrice Aounion, on travaille avec la chaîne, on va taire le nom, avec aussi son hôtel, bien évidemment, où ils ont pris des étudiants dans la filière tourisme, hôtellerie. Voilà, et au niveau par exemple du DG du Trésor, voilà, M. Assaoré, qui est passé ici aussi. On a eu des étudiants qui ont eu le cachet, donc ils ont eu beaucoup de stages à son niveau. Au niveau aussi de M. Moussa Sanogo, voilà, le ministre oui, qui est passé aussi ici, qui nous a donné des stages. Et c'est fait comme ça. Et la prochaine étape, c'est avec M. Jean-Louis Billon, on travaille dans l'ombre, mais je pense que les choses vont se faire pour que nos étudiants puissent avoir quelque chose, parce que c'est le but. Tu te formes, il faut que tu aies quelque chose pour la famille. Vos prochains invités sont lesquels? Après Jean-Louis Billon, Stanislas, oui, bon, pour cette fin d'année, on envisage un diplomate de l'ambassadeur de Belgique, qui est un ami à moi, qui est M. Michael Wimmer, qui vient de valider. Et je pense que ça doit se faire la semaine prochaine. Voilà, il viendra parler un peu de la diplomatie, de son cursus aussi, parce qu'il a fait des études de droit. Et donc, c'est un peu ça. Alors, c'est beaucoup plus une manière pour vous d'inciter, d'encourager vos étudiants à entreprendre. Comment pourrait-on caricaturer votre compréhension, votre vision de l'entrepreneuriat à travers cette initiative? Il faut, comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est vaste. Il ne faut pas seulement penser, oui, entrepreneuriat dans un petit sens là. Il faut penser demain. Et donc, quand tu dis par exemple à un étudiant, il faut entreprendre, il faut aller. L'entrepreneuriat ne se limite pas. Il faut plutôt se donner les moyens, puis il faut oser. Il
faut oser, il faut foncer. Toutes les opportunités qui se trouvent là, qui se posent à nous, doivent être prises. Et surtout, rester là, avoir la tête froide. Je dis toujours ça à ces étudiants-là. Il faut avoir la tête froide et puis savoir approcher les gens. Ah, voilà. Et on ne refuse rien. Voilà. Quand ce qui ne tue pas rend plus fort. En fait. C'est ça. C'est ça. Alors quand vous dites qu'il faut se donner les moyens, c'est quoi? Est-ce que ça demande qu'il faut avoir des financements, il faut avoir de l'argent pour entreprendre? Non, pas forcément. C'est-à-dire, l'argent, c'est vrai. Tu peux avoir, c'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent. C'est-à-dire, quand tu viens voir c'est-à-dire un grand frère ou un aîné ou quoi que ce soit, il peut te dire non, mais moi, j'ai pas l'argent pour toi. Mais tu vas pas cesser de croire. C'est-à-dire, tu as des projets. Tu peux essayer de voir. Maintenant, on a signé des partenariats nous-mêmes avec des banques, je vais taire le nom, qui donnent des prêts. Et ces prêts-là sont vraiment faciles à rembourser. Et donc, si tu peux te permettre de prendre ces prêts-là pour pouvoir commencer une activité, tu commences quelque chose et nous autres, nous, on peut continuer et pousser cette chose-là. Donc, voilà. C'est plus un manque d'information de la part des jeunes oui. qu'un manque de moyens financiers. Oui, un manque d'information parce qu'on voit que ces jeunes de nos jours, on ne va pas dire qu'ils manquent de repères, mais ils ne viennent pas à l'information. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben voilà, ils sont sur les réseaux et tout, c'est tout ce qui les intéresse. C'est un peu ça, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. C'est vrai qu'on peut s'amuser, mais il faut trouver le bon moyen de s'intéresser à certaines choses. Parce que l'avenir, il dépend. En dépend, pardon. C'est très important. Et donc, moi, je dis toujours ça à ces jeunes-là, la tête froide, restez là, respectueux, poli, surtout. Avec beaucoup d'humilité, vous allez avancer. Et vous allez voir qu'il y a des gens comme ça qui peuvent vous voir, ah ben, tu m'as bien approché, et moi, j'ai essayé de faire quelque chose pour toi. La vie, ce sont les rencontres, c'est le réseautage. Et c'est de là que les choses partent, tout simplement. Il y a des étudiants qui sont sortis d'ici, qui ont monté des entreprises. Oui, bien sûr. Il y a des étudiants. Il y a un étudiant même à moi, il s'appelle Yeo, et il a une entreprise. Et là, il faut que je le cite parce que c'est un étudiant brillant. Il a fini ici. Et il a créé son entreprise de lavage de carreaux et de lavage. C'est-à-dire qu'il va dans les différents coins pour pouvoir faire... il a des marchés. Et nous-mêmes, on va lui donner des marchés ici pour faire le lavage et puis faire pas mal de choses. Et il a créé son entreprise, il est venu. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et puis, c'est des personnes à soutenir. Je ne peux que soutenir ça. Il travaille avec des étudiants sortis d'ici aussi? Il est seul. C'est son entreprise qu'il a créée à la sueur de son front. Et moi, je suis très fier de lui. À chaque fois que je le vois, je suis fier de lui. On doit faire des choses ensemble, mais moi, ça me tient. D'accord. M. Diabaté, si vous voulez, maintenant, on va aborder le sujet du KITA. Bien sûr. Le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, qui est un concours qui met en compétition vos différents campus. Cette année, c'est la 3e édition. Ça a eu lieu en mai 2022. C'était du côté de Yopougon. Après 3 éditions, quel bilan vous faites de cet événement? Le bilan, il est assez positif, il faut le dire. Parce que pour la première édition, comme je disais tantôt, c'était pas facile. En fait, j'avais une vision et moi, je voulais vraiment aller de l'avant avec cette vision. Qu'est-ce qui coinçait puisque vous dites que c'était pas facile? Vous déjà, avez dit que le père fondateur n'était pas aussi... Il n'était pas pour, parce qu'il ne comprenait peut-être pas. Voilà, mais j'ai voulu le convaincre que c'était quelque chose de très important. D'abord, pour parler du KITA, comme je dis, c'est le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. L'objectif, c'était de vendre la Côte d'Ivoire. Il faut vendre la Côte d'Ivoire d'abord. Le KITA, c'est le pagne que vous connaissez. J'ai essayé de jouer avec les mots, c'est ça, pour que les gens ils puissent comprendre. Et donc, comme ça, j'ai dit au président que moi, je vais faire un événement qui va rassembler tous ces étudiants. Ils vont étudier, s'amuser et en même temps, ils vont vendre leur pays à travers toutes les tenues et puis les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, on a commencé comme ça pour la première édition où, au début, il était vraiment, il ne voulait pas comprendre. Il était réfractaire, comme vous le dites. Il ne voulait pas. Et après, quand il est venu, il a vu l'engouement surtout de ces étudiants. L'engouement. Parce qu'ils étaient vraiment motivés à faire quelque chose. Et on avait eu un nombre de personnes explosé dans notre université à Vridi. La deuxième édition, pareil, il y avait eu un autre engouement aussi. Et voilà, on avait essayé d'utiliser d'autres universités. On leur avait demandé de venir, mais ils ont décliné l'offre. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas faire aussi de la publicité pour nous, pour eux. Et voilà, donc c'était aussi bien. Et la 3e édition, là c'est la dernière. On a essayé encore de les toucher, mais
Ils n'ont pas répondu présent, mais je pense que cette année, ça va être bon. Parce que pour cette année 2022, on a eu 7000 personnes approximativement. Et pour l'année qui vient, on veut faire un peu le double et vendre encore la Côte d'Ivoire. Justement, pour 2023, on peut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre déjà à inviter d'autres pays. C'est l'objectif, d'inviter d'autres pays. Tels que la Guinée, le Mali, le Burkina, le Sénégal. Et voilà, qui viendront connaître encore la Côte d'Ivoire, d'autres universités. Et puis d'autres universités ici même. Voilà, avec qui on va aller pour vraiment... Peut-être moi, je vais me déplacer. Il faut que vous veniez pour qu'on puisse encore parler éducation, ethnie, vendre la Côte d'Ivoire, parce que c'est la base avec le ministère du Tourisme, que je salue au passage, le ministre Siandou Fofana, qui nous a aidés. Et voilà, on veut faire quelque chose de grand, et si possible avec le ministre Diawara aussi, pour que tout se passe bien, pour qu'on ait au moins cette année, au moins 15 000 personnes, 15 000 festivaliers. Alors, vous souhaitez inviter des pays comme le Burkina, le Mali, la Guinée. Est-ce qu'on doit comprendre que pour vous, ce sont des pays qui sont plus enclins à la promotion de la culture? Oui, oui. Ils sont enclins. Parce que quand tu vois un peu, c'est vrai qu'au Burkina, c'est un peu difficile en ce moment avec tout ce qui se passe là-bas, mais ils sont enclins et on veut faire un brassage, en fait, un gros brassage. Et pourquoi pas même, je voulais revenir dessus, inviter d'autres pays européens et puis américains aussi, parce qu'on a des partenariats avec des universités aux États-Unis, et puis inviter ces pays-là, même si c'est pas en nombre, on commence comme ça, et puis après, le KITA ne va pas être quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, mais plutôt quotient intellectuel et talent artistique d'Afrique. Voilà, c'est l'objectif à long terme. Alors, au Burkina Faso, on a le Faso d'Anfani, qui caractérise, on va dire, je veux dire, l'habitude vestimentaire du peuple burkinabé. Au Mali, on peut retrouver des bassins. Est-ce que vous pensez à une forme de vêtement qui pourra identifier la Côte d'Ivoire, par exemple le Kita? On est varié ici, on a tellement d'ethnies et tout. J'aime bien le pagne bété, qui est un très beau pagne et tout. Il y a le Yakuba, il y a le Kita, bon, bien évidemment pour les Akans. Et bon, je pense que les choses vont se faire, ça va monter crescendo. Et donc moi, on va se focus sur le terme Kita, donc ça va être notre truc à nous, bien évidemment. Voilà. La Côte d'Ivoire étant un pays diversifié, il faudra que chaque culture mette en avant sa tenue traditionnelle. C'est ça, c'est ça. D'accord. Comment vous appréciez la promotion de la culture en Côte d'Ivoire? J'apprécie ça parce que, vous voyez, c'est un beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est un très très beau pays et c'est un pays où il fait bon vivre. Et il faut encore féliciter ce président qu'on a, on a une chance de l'avoir. Et le président Alassane Ouattara, il fait beaucoup. On voit un peu les infrastructures, on voit un peu tout ce qui se passe, on voit la sécurité autour. Rien n'est impuni maintenant, tout passe au peigne fin. Il faut voir, et c'est la jeunesse, au fait. C'est l'avenir de demain. Il faut travailler dur, il faut se donner les moyens de bosser dur. Et donc, avec ça, allié à la culture, bon, tout est bon. On voit un peu les artistes qui sortent de partout. Et nous-mêmes ici aussi, en tant que responsables, on a des étudiants qui sont des artistes. On a même des artistes qui vont à l'école ici, notamment MC1, qui est un artiste et un peu produit de l'Université Nord-Sud, même s'il ne vient pas souvent à l'école. Mais il faut le dire, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on l'a dit, vous êtes auditeur, vous êtes un acteur culturel, et vous êtes aussi un acteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous puissiez réagir sur ces propos du Premier ministre Patrick Achi, qui a invité les 3000 docteurs au chômage à la reconversion en s'orientant vers des activités, des domaines d'activité autres que celui pour lequel ils ont été formés. Bon, pour tout vous dire, les propos étaient forts. C'est vrai que les propos étaient interprétés par tout le monde. Mais moi, ça dépend un peu des difficultés que le gouvernement a, parce qu'on ne peut pas insérer tout le monde. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer en tant que tel, mais je me dis que ce n'est pas évident, en tout cas, d'avoir tout le monde là où il faut. Donc, je ne veux pas dire qu'il a tort, je ne veux pas dire qu'il n'a pas tort. C'est mon point de vue, parce qu'il faut savoir se mettre à sa place. Et donc, moi, ma place, c'est dans mon université ici. Donc, ce que moi je peux dire, c'est ça. Je ne fuis pas le sujet, mais je trouve que vraiment... La solution serait pour ces personnes d'entreprendre? Oui, d'entreprendre, de
de se réorienter. C'est ce qu'il faut pour ne pas perdre le temps, surtout. C'est le temps qu'il ne faut pas perdre. Voilà, parce qu'après, tu as fait ça, mais on te dit en ce moment, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester là, attendre que, voilà, donc tu peux te réorienter. Donc, c'est un peu ça. Quel est votre regard sur le système éducatif en Côte d'Ivoire? On sait, ce système fait l'objet de beaucoup de critiques. Oui, Nous vraiment. sommes allés jusqu'aux États généraux de l'éducation nationale. Comment votre avis sur ce système-là? C'est un système vraiment, c'est vraiment pas évident, mais tout part de là. Comme j'ai dit, il y a une base, en fait. Ça va certes de mal en pis, mais c'est à nous. L'éducation part de nous-mêmes. C'est à nous d'éduquer nos enfants. C'est à nous de nous donner les moyens de pouvoir donner insuffler cette éducation à nos enfants. Ça part de nous-mêmes d'abord. Et le reste, ça va venir. Parce que le ministère et tout, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essaient d'être vraiment à cheval ou être vraiment dur sur certains points. Mais c'est à nous-mêmes de pouvoir travailler dessus et puis faire de telle sorte que les choses viennent naturellement. Mais ce n'est pas facile, il faut le dire. D'accord, alors pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans l'émission Les Entretiens. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'Université Nord-Sud d'Abidjan, Institut Fama, pour une émission, un entretien avec l'administrateur, le directeur général de cette école, M. Ibrahim Fama Diabaté. Alors, M. Diabaté, si vous le permettez, nous allons aborder maintenant votre vie privée. On va en parler un peu. Voilà. Est-ce que M. Ibrahim Diabaté est un cœur déjà pris ou un cœur à prendre? Je suis marié, j'ai 2 enfants, et tout, je suis marié depuis 2014. Depuis 2014? Oui, oui. Quel genre de père êtes-vous? Un père dur? Non, mais pas du tout. Je suis un père très proche de mes enfants. J'ai 2 enfants, un de 7 ans et puis une de 4 ans. Je suis un père très proche de mes enfants. Très proche, et vous arrivez de faire des sorties avec vos enfants? Bien sûr, on est tout le temps sur les réseaux sociaux ensemble, ce sont mes enfants. Et puis, c'est important dans l'éducation de l'enfant? Oui, c'est très important parce qu'il faut être proche de l'enfant. Il ne faut pas être dur avec lui parce qu'après, il ne te dira pas, il ne s'ouvrira pas. Et s'il ne s'ouvre pas, après, il peut aller de l'autre côté ou bien même, il peut vraiment dévier. Et c'est toi le fautif. L'enfant, il n'a pas demandé à être là. C'est à nous d'éduquer nos enfants, c'est ce que je disais tantôt. Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux avec vos enfants. Est-ce que vous ne craignez pas que... Non. Comment faites pour les canaliser à ce niveau-là? C'est moi qui les mets souvent sur les réseaux sociaux, mais sans plus. Ils ne vont pas pouvoir? Non, c'est bon, c'est moi-même qui les mets sur les réseaux. Et c'est sans plus, c'est de temps en temps, on le fait. On parle de protection des enfants et tout, mais moi je me dis c'est Dieu qui protège. Voilà, tout part de là. C'est Dieu qui protège et le reste, ça va de soi. C'est quelque chose comme ça, mais voilà, pour montrer que je suis une personne lambda, comme tout autre. Vous avez beaucoup de casquettes, hein, on ne le dira pas assez. Administrateur, directeur général de cette école, l'Institut Fama, l'Université Nord-Sud d'Abidjan. Vous êtes auditeur, vous êtes aussi un acteur du monde culturel. Oui. Ça fait quand même assez. Oui. On se demande comment vous, avec votre jeune âge, vous arrivez à gérer tout ça. C'est une question d'organisation, de principe, de valeur et surtout c'est une question de volonté. Parce que tu ne peux pas rester là comme ça à te dire non, je vais me contenter de ce que j'ai. Voilà, le président il a fait. Hein. Voilà, on est ici dans ses locaux. Ce n'est pas mes locaux, c'est à lui. Je dois faire ma part pour que mes enfants puissent faire leur part. Ainsi de suite, c'est de génération en génération. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça. Question d'organisation, tu es bien organisé, tu peux faire les choses. Il faut dire que je suis un manager qui lâche rien. Mes collaborateurs ils savent que très souvent on va fort même, mais tout part d'une organisation. Et je tiens à féliciter mes collaborateurs pour ça, parce que ce sont eux qui me font. Il faut le dire, mes collaborateurs, ils sont là, ils travaillent avec moi. Ce n'est pas un travail que je fais moi seul. Je ne fais pas ce travail seul. Je fais un travail avec mon équipe. J'ai une équipe fidèle qui est là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont partis, mais ceux qui sont là, on est ensemble et on va travailler ensemble pour atteindre nos objectifs et puis aller jusqu'au sommet, comme on le dit. Alors, à l'école ici, la relation entre vous et monsieur Maurice Diabaté, collaborateur, c'est cela. Oui. Et à la maison, vous êtes qui pour lui? Un fils? Ouais, un fils, mais c'est toujours président, c'est resté. Même président, à la maison, c'est resté. Il est chez lui, je viens à président, c'est comment? Ça va. Et il vous appelle comment à la maison? Moi, il m'appelle par mon nom, ou bien il m'appelle DG. D'accord. Mais bon,
c'est ça, quoi. C'est un peu ça. Il m'appelle DG et puis on discute. Normalement. Avant, le nom, c'était quoi? Avant Il de vous m'appelle pas mon nom, retrouver ici Ibrahim. pour... Il m'appelle Ibrahim, normalement. Il m'appelle Ibrahim, normalement, ou voilà. Ou bien Monsieur Fama, comme il aime bien, parce que c'est le nom de son père à lui. D'accord. Donc, c'est ça. Vous êtes son papa alors? Oui, on peut dire oui. Et je lui dis, mais souvent, je suis ton père, monsieur. Voilà. Voilà. Et vous appelez aussi Faché parce que chez les Malinqués, quand Non, un père... c'est mal connaître, il ne fait pas ça. Il dit même pas Faché pour Il ne lui peut pas, papa. il peut pas. Il ne fera pas ça, en tout cas. Franchement, il ne fera pas ça. Mais par contre, lui, son petit nom, c'est Koro. Koro. Donc souvent, je l'appelle Koro. Voilà. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il s'est dit quoi? S'il le Malinqué. fait, ça sera une ouverture? Les Malinqués, c'est des purs orgueilleux. Vous connaissez. C'est ça. Ils sont orgueilleux. Ils ne vont jamais dire ça. Tu restes son petit. C'est lui le Koro. C'est ça. Mais moi, souvent, je le titille, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord, on fait beaucoup de coucou à oui. Koro, le Oui, président Koro, fondateur. président. Merci à lui pour ce joyau qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, qui est M. Ibrahim Diabaté. Alors, Merci. quels sont vos projets? Les projets à long terme, c'est de continuer à bâtir quelque chose, l'empire, toujours que M. Mori a fait, aller de l'avant et qu'il y ait une génération, que les gens ne souffrent pas. Tout est dessiné et c'est nous. On se porte garant de ça, déjà. Et de faire de telle sorte que le Kita, parce que ça me tient à cœur, le Kita. Je veux vendre la Côte d'Ivoire. Je veux vraiment qu'un jour, je vais ramener des sommités ici en Côte d'Ivoire, à cause du Kita, par exemple, pour juste venir voir ce que c'est que le Kita. Barack Obama, le président Joe Biden, ils viennent voir le Kita chez nous, dans notre petit coin à Yopougon. C'est tout. C'est possible. Hein. C'est possible. Quand Faut rêver. Quand Faut on rêver vous sait grand. beaucoup de dynamique, On essaye, on ou essaye. avec votre engouement Oui, pour le vraiment, travail il faut. bien fait, votre amour pour le travail bien fait, Vraiment, c'est un peu ça. on vous accompagne avec beaucoup de prières pour que ce rêve se réalise. Vraiment. Et ça sera un bonheur pour la Côte d'Ivoire, C'est mon les but. Ivoiriens, C'est mon c'est pour but. le développement de la Côte d'Ivoire. C'est- Vous dis merci pour cet engagement en faveur de votre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner à toutes ces personnes qui s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année? Le seul conseil, c'est d'être safe, comme on le dit aux États-Unis ou en Amérique. C'est de rester la tête froide. Ce sont les fêtes, mais il ne faut pas aller dans l'excès. Voilà, il ne faut pas aller dans l'excès. Que Dieu protège tout un chacun. Vous êtes beaucoup américain. Oui, parce que Vous là-bas... avez vécu là-bas? Oui, un Pendant combien peu. de temps? C'est une période assez bizarre. Pendant la Covid, j'ai fait 3 mois là-bas. C'était vraiment difficile. Donc j'ai appris beaucoup de choses en même temps. Donc bonne fête à tout le monde. Que Dieu donne la santé, surtout la santé. Et longue vie. Et que les fêtes se passent vraiment bien, de façon safe, comme on le dit. Alors, ils sont nombreux, ces jeunes qui veulent devenir comme vous bientôt. On sait que dans votre école, ils sont nombreux. Et ceux qui vous prennent comme un modèle, ils ont besoin de conseils, Oui. d'une réussite sociale comme vous. Le conseil, c'est respecter d'abord. Il faut toujours respecter. Plus petit, égal, grand. Respecte les gens d'abord. Il faut respecter, beaucoup d'humilité. Et puis le reste se passe simplement dans le travail. Il faut croire toujours en toi. Croire toujours en tes rêves et dis-toi que tu vas y arriver. Et ne remets jamais ce que tu peux faire maintenant à demain. Ça, ce sont les conseils que je peux donner. Et puis foncer. Quel que soit Alpha ou Beta, quel que soit l'obstacle, je te dis qu'il faut foncer. Et quand tu fonces, il y a forcément un chemin. Et après, avant tout ça, je dirais qu'il faut mettre Dieu dedans. C'est ça. C'est ça. Mais il y a Dieu dans tout. C'est un peu ça. Dieu, respect, l'acharnement au travail, voilà des conseils, des valeurs qu'il partage avec toutes ces personnes qui souhaitent devenir un jour comme lui. Merci infiniment à vous, Monsieur Ibrahim Fama Diabaté, de nous avoir accordé cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire rapidement? Oui, le dernier mot, c'est remerciement spécial à l'Intelligent TV à travers sa directrice générale, Tata Naomi, que j'apprécie énormément. Et aussi le PDG. C'est ça. Voilà, on vous remercie, vous faites du très très bon boulot. Merci. Et bien de choses à tout le monde. Travaillons, donnons-nous la peine de travailler et puis que Dieu nous garde.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. Merci infiniment pour votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir échangé, d'avoir partagé avec vous le parcours professionnel, la vie, l'engagement au travail de M. Ibrahim Fama Diabaté, qui est l'administrateur, le directeur général de l'Institut Fama, Université Nord-Sud d'Abidjan. On espère que vous avez beaucoup appris de ce qu'on a eu à dire, lui et moi. Merci infiniment à vous de votre fidélité. Et puis à très bientôt sur nos antennes pour une autre édition. Au revoir. Merci.